Bonjour, aujourd'hui on va parler du théorème de point fixe de Picard, donc continuer dans notre série de vidéos sur la complétude. Donc le théorème, je vais énoncer et discuter un peu avant de faire la phrase. On a xd en espace métrique, et f, une fonction de x dans x, on suppose que f est strictement contractante au sens où f est k-lipschitzienne pour une constante k strictement plus petite que 1, je devrais le dire comme ça. Donc, il existe une constante k strictement plus petite que 1, telle que pour tout x et x' dans grand X, mais mon tableau est petit, la distance entre f de x et f de x' est majorée par k fois la distance de x à x'. J'espère que c'est lisible même en écrivant aussi petit. Donc la distance de f de x à f de x' est plus petite que k fois la distance de x à x'. Ma constante k est bien sûr positive, mais surtout strictement plus petite que 1. Et alors on a deux conséquences. La première, c'est que f a un unique point fixe, que je vais appeler, je sais pas, alpha. Donc c'est-à-dire un unique point tel que f de alpha, ça soit égal à alpha. Et la deuxième chose, c'est que pour tout x0 dans grand X, la suite des itérés, donc la suite des f(n) de x0 converge, et même converge rapidement, mais je ne vais pas énoncer ça, l'énoncé du théorème, vers alpha. Donc ça c'est l'énoncé de mon théorème, ça m'a pris tout un tableau, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est comme ça. Donc on a une hypothèse, et évidemment, j'ai oublié l'hypothèse la plus importante. X est censé être un espace métrique complet. Ça me permet d'insister sur le fait que cette hypothèse est essentielle. Donc on reprend X un espace métrique complet, f une fonction de x dans x, on suppose que f est k-lipschitzienne pour une constante k strictement plus petite que 1. On en conclut que la fonction f admet un point fixe, que ce point fixe est unique, et en plus qu'on trouve le point fixe en prenant n'importe quel point x0 et en prenant la suite x0, f de x0, f carré de x0 et ainsi de suite. Donc quelques remarques. Sans grande surprise, mais les hypothèses sont toutes importantes. Je dirai quelques mots après sur pourquoi on veut montrer des théorèmes de points fixes. Donc un résultat du type, sous des hypothèses assez générales, une fonction à un point fixe, c'est souvent un résultat important et utile pour démontrer d'autres théorèmes. Donc si on pouvait enlever des hypothèses, ça serait bien, mais si par exemple on regarde f de 0 ouvert plus l'infini vers 0 ouvert plus l'infini, qui a x associé, par exemple, je sais pas, x divisé par 2, celle-là, elle n'a pas de point fixe, elle n'a pas de point de réel strictement positif, tel que x égale x sur 2, pourtant, si je regarde la distance de f de x à f de x', ça fait valeur absolue de x moins x' sur 2, c'est plus petit que 1,5 fois la distance de x à x', donc c'est bien une fonction 1,5 lipschitzienne. Et pourquoi elle n'a pas de point fixe? Parce que ici, c'est pas complet, et que l'hypothèse que j'avais oublié d'écrire au début, on voit bien qu'elle est du coup fondamentale. Si on n'a pas la complétude, on n'a pas de point fixe. Si je mets 0 fermé plus l'infini, alors l'espace est complet, et dans ce cas-là, on a un point fixe. K strictement plus petit que 1, ça compte, parce que, par exemple, regardez x égale un cercle, avec la distance induite par R2. Donc vous regardez votre espace métrique, c'est juste, disons, le cercle unité, et F, c'est une rotation quelconque d'angle non nul.
Bon, par exemple, si vous voulez une rotation donc, de pi sur 2, mais ça joue pas de rôle. Alors, et x, je munis de la distance induite par la distance euclidienne de R, par exemple. Donc un cercle avec la distance usuelle qui vient de la distance de R. Le cercle, il est compact, il est fermé dans R2, donc il est en particulier complet. F, c'est une isométrie, une rotation, ça préserve la distance. La distance entre f de x et f de x', c'est égal à la distance de x et x', donc on a k égale 1 dans ce cas-là. Et d'autre part, il n'y a pas de point fixe, parce que si je prends un point x quelconque, comme l'angle est non nul, alors quand je dis l'angle non nul, disons que j'ai toujours modulo de pi, mais tous les points ont bougé, tous les points ont tourné, il n'y a pas de point fixe. Et aussi, pour continuer dans la série de remarques, on a vu en TD sur la compacité que dans un espace compact, si on supposait distance de f de x à f de x' strictement plus petite que distance de x à x' pour tout x distinct, alors f admet un point fixe unique, mais si on n'a pas supposé l'espace compact, supposez que pour tout x différent de x', la distance de f de x à f de x' est strictement plus petite que distance de x à x', ça ne suffit pas pour obtenir qu'il existe un point fixe. Pourquoi? Un exemple. Une fonction f de R dans R, qui a x associé, bon peut-être ça va être plus simple pour moi de faire sur 0 plus l'infini, vu l'exemple. Donc 0 plus l'infini, il est bien complet, une fois que j'ai fermé en 0, et je vais faire x plus 1 sur x plus 1. Alors, cette fonction f, elle est croissante, parce que f', ça fait f' de x, ça fait 1 moins 1 sur x plus 1 au carré, c'est bien positif, donc f est croissante. Puisque x plus 1 il est plus grand que 1, donc ça c'est positif, donc ma fonction f est croissante, et ça va me servir à montrer que si je prends x dans R, bon par exemple x plus grand que x', quand j'ai deux réels, je peux toujours supposer que l'un des deux est plus grand que l'autre. Si je regarde la valeur absolue de f de x moins f de x', le fait que f soit croissante, c'est juste que ça me permet de réécrire ça sous cette forme. Et ça fait x plus x'. Je vais prendre x strictement plus grand que x', puisque je veux qu'il soit distinct. Donc ça fait f de x, pardon. Ça fait x plus 1 sur x plus 1, moins x', moins 1 sur x' plus 1. Et ça c'est bien x moins x'. Alors vu la place que j'ai au tableau, je vais écrire, c'est x moins x' plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x' plus 1, mais cette quantité-là, elle est strictement négative. X est plus grand que x', donc 1 sur x' plus 1 moins 1 sur x plus 1 moins 1 sur x' plus 1 est bien strictement négatif. Donc on a une fonction, la formule n'a aucune importance, on a une fonction f définie par f de x égale x plus 1 sur x, et cette fonction-là, bien sûr, elle n'a pas de point fixe parce qu'on n'a jamais x plus 1 sur x plus 1 égale x. Donc elle satisfait cette condition-là. La distance de f de x à f de x' est bien strictement plus petite que la distance de x à x' pour tout x et tout x distinct de x'. Évidemment, pour x égale à x', les deux sont égaux à 0. Et pourtant, il n'y a pas de point fixe. Donc on a aussi besoin, dans un complet général, de supposer que la fonction est k-lipschitzienne pour une constante strictement plus petite que 1. Et bon, si on supposait notre espace compact, alors cette hypothèse plus faible sur f suffirait à garantir l'existence d'un point fixe. Avant de faire la preuve, juste une remarque, pourquoi est-ce qu'on aime bien chercher, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important de chercher des points fixes? Alors, quelque chose qui se produit très généralement, c'est qu'on a à résoudre une équation de la forme f de x égale y,
avec f, c'est une fonction d'un espace, peut-être R, peut-être C, peut-être Rn, peut-être un espace de matrice, je ne sais pas, en plein de contextes ça apparaît, et y fixé. Donc c'est une équation, hein, ou un système d'équations, vous voyez ça comme vous voulez, où on cherche à trouver x tel que f de x égale à y. Ça arrive tout le temps en algèbre linéaire, en analyse, on veut savoir si ça c'est possible. Et en fait, si on pose... Donc y est fixé, je cherche à comprendre cette équation, une équation de ce type, et je définis g, je pose g de x égale x plus f de x moins y, par exemple. Donc j'ai juste translaté un peu mon problème par x. Ce qui se passe, c'est que g de x égale x, pour tout x, g de x égale x, ben c'est la même chose que f de x égale à y. Autrement dit, mon problème, l'équation que je cherchais à résoudre, l'équation f de x égale à y, elle est équivalente, quitte à changer ma fonction, à résoudre, à chercher un point fixe pour la fonction g. Donc une application classique, c'est que si f est k-lipschitzienne de rapport strictement plus petit que 1, alors ici, quand j'ai fait ça, je pense que je ne l'avais pas dit à l'oral, mais je pense que x c'est un espace vectoriel. Ça aurait un sens dans d'autres structures, mais je vais juste faire un exemple pour que x plus ici ait un sens. Donc, par exemple, si x est un espace vectoriel normé complet et f est k-lipschitzienne de rapport strictement plus petit que 1, cette petite opération montre que l'application qui a x associe x plus f de x est une bijection. Donc ça, c'est un truc qui ressort fréquemment. Mais tout ce qu'il faudrait retenir, c'est pourquoi est-ce qu'on cherche des points fixes en général, parce que beaucoup de questions de résolution d'équations se ramènent à la recherche d'un point fixe pour une fonction auxiliaire. Okay. Maintenant, la preuve du théorème. Alors, on doit montrer que ma fonction a un point fixe unique. Donc là-dedans, il y a deux énoncés. Et si alpha, bêta sont deux points fixes, donc montrer d'abord l'unicité s'il en existe un. Dire que on a exactement 1, c'est-à-dire il y en a 0 ou 1, c'est-à-dire il y a un peu plus que 2, et puis en fait il y en a au moins 1. Donc ici on commence par supposer qu'il y en a 2, et on essaie d'obtenir une contradiction. Ben, alors la distance de f de alpha à f de bêta, comme ce sont deux points fixes, est égale à la distance de alpha à bêta. Et d'autre part, la distance de... puisque alpha est différente de... Pardon, la distance de f de alpha à f de bêta, elle est plus petite que k fois la distance de alpha à bêta. Et ça, c'est strictement plus petit que la distance de alpha à bêta parce que k est strictement plus petit que 1 et que, comme alpha et bêta sont distincts, la distance entre alpha et bêta est strictement positive. Bilan, j'ai un problème. Cette distance est égale à la distance entre alpha et bêta, mais elle est aussi strictement plus petite que la distance entre alpha et bêta, et ça, c'est pas bien raisonnable. Ok? Donc j'efface puisque je veux faire la preuve maintenant de l'existence du point fixe et du point petit 2. Donc je vais montrer, maintenant pour montrer qu'il existe un point fixe, je vais fixer un point x0 et je vais montrer que la suite fn de x0 converge. Alors, si la suite des itérés, donc pardon, fn de x0 converge, disons vers x. Supposons que j'arrive à montrer que ça converge. Je prétends que nécessairement ça converge vers un point fixe, et du coup, comme il y a au plus un point fixe, j'aurais montré qu'il en existe un et que la suite converge vers ce point fixe. Donc si ça converge là-dessus, alors donc cette suite je l'appelle xn. Donc x0, bon, c'est x0, x1 c'est f de x0, x2 c'est f de x1, c'est-à-dire f carré de x0, et ainsi de suite. Alors, la suite xn plus 1,
elle tend aussi vers x. Si vous voulez être prudent, c'est une suite extraite, mais c'est donc f, xn plus 1, c'est aussi f de xn par définition. Et comme f est continu, ça tend vers f de x. Parce que f, elle est supposée k-lipschitzienne, donc pour k plus petit que 1, donc f elle est lipschitzienne, donc elle est continue. Du coup, par unicité de la limite, x égale f de x, donc x est un point fixe. Donc on a deux choses, hein. Il existe un point fixe. Si j'avais montré ça, je ne l'ai pas encore montré, il existe un point fixe, et il en existe au plus 1 parce que ce que j'avais écrit sur ce tableau et que j'ai effacé. Et donc il en existe exactement un, et la suite des itérés fn de x de 0 converge vers ce point fixe. Donc il en existe un, il n'en existe pas plus strictement que 1 par ce qu'on a fait au début, et la suite fn de x0 converge vers le point fixe en question. Donc ça montre exactement ce qu'on a ici, donc l'énoncé du théorème du point fixe de Picard. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est montrer que cette suite converge. Après, bon, j'avais appelé x la limite, mais ce qui me reste à montrer, c'est qu'elle converge. Vu la taille de mon tableau, je vais effacer tout de suite ici ce que je veux faire. Je suis dans un espace complet. Je n'ai pas encore utilisé l'hypothèse que x était complet. Hein. Tout ce que j'ai fait avant, ça a vraiment marché pour un espace quelconque. Mais la suite des itérés, elle n'a pas de raison de converger. Mais ce qui va se passer toujours sous ces hypothèses, c'est montrons que cette suite-là est de Cauchy. Comme xd est complet, montrer que la suite est de Cauchy ou qu'elle converge, c'est la même chose. Et donc, si je montre ça, j'aurai fini la preuve du théorème de Picard. Donc, montrons que la suite est de Cauchy. Pour ça, on fait une remarque qui est que, donc si je regarde la distance, si je fixe n dans n étoiles, parce que je vais vouloir faire la distance, la distance de xn plus 1 à xn, ça c'est la distance de f de xn à f de xn moins 1, c'est pour ça que j'ai supposé n plus grand que 1 pour pouvoir écrire n moins 1 ici. Donc c'est plus petit que k fois la distance de xn à xn moins 1. Donc distance, si je regarde la suite distance de xn plus 1 à xn, je viens de montrer que le terme en n plus 1 était plus petit que k fois ce qui se passait au 1. La distance entre deux termes consécutifs, quand j'augmente de 1, elle est plus petite que k fois ce qui se passait avant. Donc par récurrence, que je ne vais pas écrire au tableau mais qui est assez immédiate, pour tout n, la distance entre xn plus 1 et xn est plus petite que, c'est plus petit que k fois la distance de xn à xn moins 1, donc c'est plus petit que k carré fois la distance de xn moins 1 à xn moins 2, et ainsi de suite. Donc je vais avoir k de la distance de x1 x0, il faut juste que je mette la bonne puissance, le bon nombre d'étapes, nombre de fois où j'ai multiplié par k, et ça doit être k fois à la puissance n. Ce que je devrais avoir n-1, peut-être n-1 quand même. La distance de x1 à x0, j'ai fait 0 étapes, donc ça doit être un k à la puissance n-1. La distance de x2 à x1, alors le problème c'est mon choix d'indice. La distance de x2 à x1, c'est bien plus petit que k, non, c'est un n. Pardon. Ok. Mon but, c'est de montrer que cette suite-là, que j'avais appelée xn, est de Cauchy. Et ce que j'ai montré, c'est que la distance entre deux termes consécutifs est petite. Or,
la somme des k à la puissance n, elle converge. Pourquoi? Parce que c'est une somme géométrique de raison entre 0 et 1 strictement. Donc maintenant, pour montrer qu'une suite est de Cauchy, je prends un epsilon strictement positif, et je trouve en grand N tel que la somme de 0 à l'infini des k à la puissance 1, de grand N à l'infini des k à la puissance grand N soit plus petite que epsilon. Ça c'est possible puisque c'est le reste d'une série convergente. Alors là, je suis bien embêté par la taille de mon tableau, mais si n et m sont tous les deux plus grands que grand N, je peux toujours supposer qu'un des deux est plus grand que l'autre. La distance de xn à xm, ça c'est plus petit que... Comment est-ce que je fais pour aller de xm à xn? Je vais de xm à xm plus 1, de xm plus 1 à xm plus 2, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à n. Donc ça c'est la somme distance de xm à xn plus 1, plus la distance de xm plus 1 à xm plus 2, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à n-1. Si m égale n, la convention pour une somme indexée de n à n-1, c'est qu'elle vaut 0, c'est la somme indexée par l'ensemble vide, mais de toute façon, si n égale m, la distance ici vaut 0. Or, c'est encore écrit ici, ça devient plus petit du coup que la somme pour i allant de m jusqu'à n-1 des... Donc je réécris, la distance de xi plus 1 à xi, c'était plus petit que k à la puissance i, distance de x1 à x0. Et ça, comme m et n sont tous les deux plus grands que grand N, ça, c'est plus petit que epsilon. Alors j'ai gardé une distance du x1 à x0. Ici, je vais peut-être le rajouter pour que ce soit plus joli dans la suite, mais ça n'a aucune importance. Comme la suite... ouais, c'est quand même... C'est plus joli si je fais comme ça. Je me rends compte qu'il y a peut-être une typo dans mes notes de cours, parce que si jamais x1 était égal à x0, c'est-à-dire si j'étais parti d'un point fixe, alors je ne peux pas multiplier ici par... Alors j'ai rien à faire, la suite converge, mais j'aurais peut-être dû faire un petit cas particulier. En tout cas, pour finir, ici, il faut que je rajoute epsilon fois distance de x1 à x0. Et ça devient arbitrairement petit quand epsilon diminue. Donc ce que je viens de montrer, c'est que pour epsilon quelconque, je peux trouver un rang grand N tel que, au-delà de ce rang-là, la distance de xn à xm devient plus petite que epsilon fois une constante. Bon, la constante ne change pas. Donc j'ai montré que la suite xn était une suite de Cauchy. Donc je refais la fin de la preuve, même si j'ai déjà expliqué à l'oral. Je viens de montrer ça. Donc, f n de x0 converge vers une limite que j'appelle x. Et comme c'est une suite d'itérés, j'ai fait l'argument tout à l'heure, je le réécris juste au tableau, comme c'est une suite d'itérés, on a bien que f de x est égal à x. Et ça conclut la preuve du théorème de Picard. Je vérifie juste que j'ai pas oublié les choses dont je voulais parler dans cette vidéo. Je crois pas. Et donc ça conclut cette vidéo-ci, et je vous remercie pour votre attention.